Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le Da Fresh Morning On avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour, Moda Fresh. Bonjour Comment tout le tu vas monde. ce matin? Elvis, ça va très À bien. la forme? Oui, je vais bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, normalement, on a prévu deux actualités parce que ce sont des actualités intéressantes pour les auditeurs parce qu'il faut savoir qu'il y a eu l'audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle le 24 dernier. Il s'agissait sur fond d'anniversaire pour la 30e année d'existence de la Cour constitutionnelle, qui est un organe judiciaire quand même assez important dans notre pas quand même, qui est important dans notre pays. Il s'agit de la plus haute cour. Et à ce titre-là, on a prévu d'en parler parce que de plus en plus, beaucoup de personnes au niveau de la population ont souvent eu à se poser des questions sur la Cour constitutionnelle, quelles sont ses missions et tout ce qui s'ensuit. Et on sait qu'aujourd'hui, très souvent, quand on parle de la Cour constitutionnelle, il faut toujours renvoyer à la sphère politique. Les gens n'y pensent qu'au moment où il faut plus ou moins... Les élections. Voilà, au moment des élections. Alors que la Cour constitutionnelle a quand même la possibilité de statuer sur un certain nombre d'aspects importants de la vie d'un pays, mais également elle est là pour garantir surtout le respect de la Constitution, donc la constitutionnalité des lois. Et ça fait 30 ans il y a 30 ans qu'on a créé la Cour constitutionnelle, parce qu'il faut se souvenir que la Cour constitutionnelle a été créée en mars 1991, et c'est vrai que depuis sa création, il y a eu à sa tête qu'une seule personnalité qu'on connaît, qui est aussi connue des Gabonais, qui est Marie-Madeleine Boranso. Et ça fait donc 30 ans que cette dernière... Excuse-moi, c'est pas en février 92 ? Non, c'était en mars 1991. Donc, cette dernière a aujourd'hui à peu près 30 ans d'existence. Ça peut être 92, comme tu dis. Très bien. Donc, je vais aller chercher, mais bon, c'est l'information que j'ai eue. Toi, tu penses à la révision constitutionnelle, on ne te parle de la Cour constitutionnelle. Oui. C'est février 92. Oui, février 91. C'est la révision constitutionnelle qui est en mars 91. Merci. Donc, à ce moment-là, on est dans une situation où la Cour constitutionnelle aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de personnes, quand ils, du moins, essayent de prendre connaissance, on ne s'arrête que sur des questions d'élection. Et c'est dommage parce qu'on est de plus en plus dans une république où on accorde moins d'importance à tous les autres aspects de la vie que peut plus ou moins réguler cet organe. Et on fait fi de ce qui peut avoir comme apport de la Cour constitutionnelle, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand on en parle, ont tendance à renvoyer d'un revers de la main l'existence de cet organe de l'État. Or, il a quand même pleinement participé à consolider l'état de droit dans notre pays, parce que si on fait 30 ans, si on fait la somme des 30 années d'existence de cette institution, on se rend bien compte qu'elle a géré quand même un certain nombre de contentieux, dont l'élection de 1993, qui n'était pas une des moindres au niveau de notre pays, mais également elle a permis de gérer d'autres situations. On a vu dernièrement avec le copil citoyen qui a quand même sollicité la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur la conformité des arrêtés qui avaient été pris par le gouvernement, à leur conformité avec la Constitution. Donc, on a vu des rendus, et il y a des dizaines et des dizaines de sorties de la Cour constitutionnelle qui, depuis 30 ans, essayent plus ou moins d'amener l'état de droit, du moins de consolider l'état de droit dans notre pays. Et aujourd'hui, la présence du chef de l'État a été importante parce qu'il s'agissait pour lui aussi de marquer sa reconnaissance à travers le travail abattu, à travers l'engagement des conseillers membres. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu l'environnement institutionnel du Gabon, la Cour constitutionnelle est quand même l'une des institutions qui a réussi plus ou moins à s'établir comme... du moins à se donner une carrure, une carrure, aussi bien au niveau de son siège, mais également dans sa prestance au quotidien. Parce que quand on voit les sorties de la Cour constitutionnelle ne sont pas inopinées, elle a toujours eu à s'exprimer en tenant compte
du climat social, en tenant compte de l'environnement politique du moment, et elle se prononce toujours sur des questions qui concernent le fonctionnement de l'État ou de la vie des Gabonais. Donc, à ce moment-là, on voit bien que la Cour constitutionnelle aujourd'hui est un élément central dans la vie politique de notre pays parce qu'elle jette aussi bien tous les aspects constitutionnels qu'en rapport avec les élections publiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait dire au chef de l'État, du moins ce qui a amené le chef de l'État à féliciter cette haute juridiction pour l'exhorter à continuer à œuvrer dans plus ou moins ce qu'on Je trouve que les Gabonais n'utilisent pas beaucoup la Cour constitutionnelle. Oui. Alors que n'importe quel Gabonais peut utiliser la Cour constitutionnelle. Oui, parce que dans l'esprit... Utilisé dans le sens que s'il est lésé la par consulter, une loi, il peut la consulter. Oui. Voilà. Comme a fait le copie citoyen. Exactement. Mais le problème, c'est parce qu'aujourd'hui, les missions, aux yeux du grand public, les missions de la Cour constitutionnelle semblent viciées. Mais les missions de la Cour constitutionnelle sont contenues dans la loi organique de la Cour Bien constitutionnelle. sûr, mais également dans la Constitution. Bien sûr. Dans la Constitution, parce que dans la Constitution, qui parle du pouvoir judiciaire, il est clairement indiqué, du moins des institutions constitutionnelles dont la Cour constitutionnelle fait partie. La prochaine fois qu'une institution m'embête, je saisis la Cour. Oui. Je te dis la vérité. Tu en as le droit. La Cour constitutionnelle statue sur des questions, même des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme. Pas la Cour constitutionnelle, tu vas voir. Non, c'est fini. Si ma liberté d'expression est contenue dans la Constitution, donc si tu violes ma liberté d'expression, je m'adresse à la Cour constitutionnelle. Oui, parce qu'elle a la possibilité de rendre un verbe. Est-ce qu'avant de partir à la Cour constitutionnelle, on ne se rend pas au tribunal de première instance peut-être? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est-à-dire que si tu es lésé dans une situation et que tu trouves que qui touche atteinte à tes droits, voilà, qui porte atteinte à tes droits, des droits fondamentaux, parce que comme je l'ai dit, elle peut rendre, on va dire, un avis, parce que la Cour constitutionnelle ne rend pas justice, elle rend des avis. Et ces avis-là ont force et vigueur, doivent être respectés par l'ensemble des parties. Et ne sont pas contestables. Et ne sont pas contestables. Donc, si vous êtes lésé dans vos droits, vous avez la possibilité d'aller saisir la Cour constitutionnelle, elle examine et elle rend un avis. Et cet avis-là, ça doit s'imposer aux décideurs ou à l'organisme qui vous a lésé. Donc, à ce moment-là, c'est ce que je disais que le fait que la Cour constitutionnelle ne sont pas constamment sollicitées par les Gabonais, ça rentre beaucoup plus dans la considération qu'on a de cette institution. On lui a plus ou moins donné une mission de juge des élections. Or, ce n'est pas seulement un juge des élections. Et c'est ce qui fait que, comme très souvent, lorsqu'il y a eu des élections publiques au Gabon, la Cour constitutionnelle a toujours lu le droit qui paraît aux yeux des populations en faveur du parti au pouvoir, donc du Parti démocratique gabonais, ou du chef de l'État qui peut, à l'époque, Omar Bongo Ondimba, aujourd'hui Ali Bongo Ondimba, ce qui passe que dans l'esprit des populations gabonaises, la Cour constitutionnelle serait plus ou moins là simplement pour donner raison au système, si on peut dire ça comme ça. Oubliant qu'au-delà de cet aspect de juge des élections, d'ailleurs, son rôle a même été plus ou moins amoindri dans le cadre de la gestion même des scrutins publics. Elle ne reste plus que l'institution auprès de laquelle on fait des recours ou qui proclame les élections. Mais tous les autres aspects qui lui incombaient par rapport aux élections sont désormais dévolus à la CENAP et au ministère de l'Intérieur. Est-ce que la CENAP existe encore? C'est la CNE, Conseil national des élections. Non. La Commission nationale électorale. Elle est autonome. Ça existe encore. Oui, la CENAP, oui. Elle est là. Non, ils ont inventé un autre truc. Tu blagues avec les hommes politiques. Non, ils ont inventé un autre truc. La CNE a été caduque depuis. La CNE est caduque depuis. C'est la CENAP qu'on fonctionne avec. La CENAP depuis, ça a été géré par M. René Aborela. Et aujourd'hui, c'est M. Bibalou qui en est le président. Le Centre national des élections, c'est CNE. Non. C'est la CENAP. C'est la CENAP. René, rapidement. Commission nationale électorale autonome et permanente au Gabon. Ça existe encore? Oui. Toujours. Ça n'a pas été remplacé. Donc, ça n'a pas été changé. Et à ce titre-là, on voit qu'aujourd'hui... Je sens vraiment que la politique, c'est pas mon truc.
Donc ça a été une belle occasion pour les populations, du moins les organes de l'État, du moins les membres, les personnes qui ont été invitées à l'audition de rentrer sur de la Cour constitutionnelle, de voir quel a été le parcours de cette institution depuis 1992 à aujourd'hui, mais surtout de faire corps à nouveau avec ses missions et, encore une fois, de pouvoir plus ou moins connaître quels sont les objectifs visés par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la consolidation ou l'édification de l'état de droit dans notre pays. Donc, c'est un moment important de la vie politique de notre pays, quoique beaucoup de personnes se posent toujours la question de savoir pourquoi c'est Marie-Madeleine Boancho qui reste à la tête de l'institution. C'est parce que c'est dans la loi. Les tenants du pouvoir, le chef de l'État, les différents chefs d'État qu'on a eus, lui font confiance et estiment qu'elle est encore en mesure de pouvoir conduire les destinées de cette institution. Maintenant, après, on verra, peut-être au prochain mandat, ça peut être le remplacement. Mais les membres sont votés à vie, non? Non. Bon? Non, les membres de la Cour constitutionnelle ne sont pas votés à vie. Mais selon la nouvelle organisation, je crois que ça a été, ils ont maintenant un mandat de 10 ans, je pense, si je ne me trompe pas. La présidente a un mandat de 7 ans, normalement. À l'époque, c'était 7 ans. Mais il y a eu une modification, je n'ai pas cherché là-dessus, mais il y a eu un allongement de leur temps. Maintenant, après, on verra ce qui pourra arriver, mais jusqu'à aujourd'hui, depuis la création de l'institution, c'est Marie-Madeleine Boancho qui en est à sa tête. Ensuite, on a la seconde actualité qui, elle, est en rapport avec le BDC, le Bloc démocratique chrétien, le parti de Guy Christian Madioga, que tout le monde connaît, où il y a quand même un petit vent de rébellion qui pourrait sortir de là, parce que Madame Anna-Claude Ayo, Madioga, est en train de vouloir s'imposer comme l'héritière légitime de son mari à la tête du secrétariat exécutif, ce qui ne trouve pas l'assentiment des compagnons politiques de Guy Christian Madioga. Pour rappel, Guy Christian Madioga est décédé en septembre 2021 et depuis, il n'y a pas eu de rencontre au niveau du directoire du Bloc démocratique chrétien pour pouvoir plus ou moins déterminer quelle serait la suite à donner à cette formation et comment ils entendent se réorganiser pour faire en sorte qu'elle continue à participer à la vie politique de notre pays. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a véritablement une situation pratiquement de contestation qui est en train de naître au sein de cette formation suite à cela, à cet engagement d'Ayo, Madame Ayo Madioga, de pouvoir s'imposer comme le leader. Et c'est dommage parce que c'est la situation qu'on connaît pratiquement dans toutes les formations politiques de notre pays. Lorsque le leader ne prépare pas, bon, c'est vrai que pour le cas de Guy Christian Madioga, c'était quand même une mort subite parce que personne ne s'y attendait. C'est la maladie et il est parti. Mais très souvent, C'est dramatique son décès, vraiment. Ouais. Et quand une situation comme ça arrive, on a d'abord vu ce qui s'est passé avec sa dépouille mortelle, comment elle a été disputée aussi bien par sa veuve et la famille. Il a fallu avoir la casse au cimetière. Mais pratiquement, ils sont allés jusqu'au tribunal. Qu'est-ce qui peut amener des êtres humains à aller jusqu'à ce niveau-là? Peut-être des inimitiés, peut-être qu'il n'y avait pas derrière, il y avait certainement des griefs qui étaient portés à la veuve ou que la veuve aussi portait à la famille. Le non-respect de la coutume, le conseil des familles. Mais la coutume vacille entre modernité, je ne sais plus, et les réseaux sociaux. On se retrouve plus, frère. Bon, le non-respect de la coutume... Les vivants, c'est des gars terribles. Le conseil de famille, dans ce cas de figure, on fait un conseil de famille généralement. Les gens n'y mais croient beaucoup plus. de personnes ne respectent plus. Il y a des gars parce qu'il a plus de salaire que son grand frère, il parle dans les réunions de famille, il gronde les gens, il insulte les gens, il se prend pour la fin du monde. Et il sort le barème. Il sort le barème, paye tout. Personne ne cotise. C'est dingue. Ouais, malheureusement, c'est ce qui est dommage aujourd'hui, qu'on arrive à des situations où comme tu dis, la coutume n'est plus très respectée parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont maintenant pris en compte lorsqu'il s'agit des réunions de famille. Vous allez organiser une réunion de famille tant que le moins âgé n'est pas encore arrivé, puisque c'est lui le banquier, donc j'ai envie de dire ça entre guillemets de la famille. C'est lui il parle moins, mais il met le cash. Mais quand il parle, tout le monde s'aligne. Donc, toi, le grand, si tu n'es pas dans les mêmes capacités, on a tendance à passer outre que tes avis. Donc, à ce moment-là, le conseil de famille, parfois,
ne repose plus suffisamment sur des critères objectifs qui permettraient à ce qu'il y ait une cohésion au sein de la famille. Parce que si on arrive à aller jusqu'au tribunal pour la question de là où on va enterrer un défunt, eh ben, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de leadership. Il y a tellement de choses derrière. Et à ce moment-là, on voit bien que peut-être ce qui va se passer au Bloc démocratique chrétien, parce que si la veuve, là aussi, elle tient mordicus à remplacer son mari, eh ben, c'est clair que les cofondateurs du BDC et les compagnons politiques de Guy Kissama Vioga ne vont pas l'entendre de cette oreille. Certainement, il y aura une nouvelle fronde qui va s'afficher et peut-être qu'ils iront encore au tribunal pour trouver des réponses concrètes sur la situation. Donc, c'est un peu l'ensemble des quelques actualités qui pouvaient plus ou moins retenir notre attention sur le plan local aujourd'hui. La CENAP a été remplacée par le CGE, le Centre Gabonais des élections. Et le président, c'est Moïse Bibalou. Ça, les méthodes quand même. J'avais mal au cœur depuis là. On t'a piqué aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je peux avoir oublié. Ça chauffait. Toutes mes excuses alors. Toutes mes excuses aux éditeurs, c'est vrai. Non. La CENAP, c'est un vieux truc. Oui, en 2018. En 2018. Oui, bien sûr. La CENAP, ça n'existe plus. Tu vois, nous, on est encore dans la séance de 2016. Ok, d'accord. Merci encore à une auditrice qui nous écoute depuis la Turquie. Elle aussi, elle a envoyé le message pour dire que la CNE, c'est le Conseil national de l'eau et de l'électricité. C'est pas facile. Mosley, en tant qu'historien, qui a tort entre l'Ukraine et la Russie? Entre l'Ukraine et la Russie, oui. Qui a tort? Oui, qui a tort? Personne n'a tort. Sauf qu'il y a des intérêts géostratégiques qui sont en train de s'imposer parce que tu parles effectivement de la crise qu'il y a actuellement en Ukraine où la Russie, à travers son président, a décidé de plus ou moins attaquer les bases militaires ou les structures, le complexe militaro, on va dire, stratégique de l'Ukraine. L'ambition, c'est une situation qui révèle beaucoup plus de la capacité de la Russie à pouvoir se prémunir d'une éventualité, d'un encerclement de l'OTAN. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que derrière, c'est beaucoup plus l'ambition de se protéger de l'OTAN. D'accord. Parce que quand on voit la configuration qui est celle du monde aujourd'hui, il y a un certain nombre de pôles de puissance qui sont déplacés. Vous avez par exemple, les Occidentaux ne sont plus, du moins l'Occident ne constitue plus le premier pôle économique du monde. C'est désormais à l'Est, donc la Chine. Et vous avez donc toutes les questions de géostratégie sur le plan du commerce, de l'économique et même en termes industriels se passent désormais dans le monde Indo-Pacifique. Donc, la Chine, l'Inde et même la Russie, parce qu'une bonne partie de la Russie se trouve en Asie. En réalité, au moins les 3/4 de la Russie se trouvent en Asie. Donc, à ce moment-là, on est dans une situation où, avec l'Ukraine qui a manifesté sa volonté depuis un certain temps d'entrer dans l'OTAN et également le fait que l'OTAN soit favorable à cette adhésion, eh bien, ça crée quand même des craintes au niveau de la Russie. Pourquoi l'OTAN ne doit pas être favorable à cette adhésion? Mais d'après Vladimir Poutine, y a-t-il des accords entre la Russie et l'OTAN? Bon, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas d'accord clairement formulé. Mais sur papier, il n'y a pas. Sur papier, on ne dira pas qu'il n'y a pas, mais il y a eu une promesse. Une promesse lorsqu'il s'est agi à la suite de la chute du mur de Berlin et avec la dissolution du pacte de Varsovie en 1991, eh ben, il y a eu une promesse non écrite qui avait été formulée au président de l'URSS, c'était de dire que l'OTAN ne va pas poursuivre son extension vers l'Est, donc c'est-à-dire vers la Russie. Sauf que avec la situation qui est celle des velléités de puissance à l'international, les États-Unis et ses alliés ont l'ambition aujourd'hui de pouvoir intégrer, l'Ukraine dans leur giron et en faire plus ou moins une base arrière pour eux aussi, plus ou moins, se prémunir de l'éventualité d'une attaque de la Russie. En fait, c'était ça l'idée au départ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les pays qui veulent faire l'adhésion à l'OTAN qui formulent
qui formule la demande, le besoin de pouvoir intégrer l'organisation. Mais il se trouve que la Russie ne peut pas accepter que l'OTAN soit à ses portes. Parce qu'il y a eu déjà les pays baltes, qu'on a par exemple la République tchèque et ainsi de suite, la Lettonie, les petits Pologne. pays, la Pologne qui sont rentrés dans l'OTAN. Or, laisser encore l'Ukraine entrer dans l'OTAN, c'est carrément accepter que, il y a une base militaire. Que les États-Unis viennent s'installer en Russie. Parce que dans l'esprit des Russes, il a toujours été conçu que l'Ukraine était un territoire russe. D'ailleurs, tous les spécialistes à l'international expliquent que l'Ukraine, du moins Kiev, a toujours été considérée comme la capitale du monde russe. Au départ, donc depuis pratiquement le XVIIIe siècle, l'Ukraine a constitué, du moins tout se formalisait autour de l'Ukraine, tout se formalisait autour de Kiev. C'est par la suite que Moscou est devenu, donc le curseur s'est déplacé vers l'Est et Moscou est devenu le centre politique des pays slaves. Et quand on parle des pays slaves, ici on voit surtout la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Donc on appelle la Bélarussie aussi. Donc ces trois pays, en réalité dans l'esprit des Russes, constituent un seul et même ensemble. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est simplement le refus de Poutine de voir l'OTAN s'étendre jusqu'à ses portes ou se retrouver au niveau de son précaré, parce que ça reste que il y a un environnement qui est favorable à ce qu'il y ait des populations russophones ou d'expression russe qui se retrouvent en Ukraine et avec quand même une bonne partie. Mais tout part quand même de ce qui s'est passé à Odessa en 2014 où on a vu comment les nationalistes ukrainiens avaient plus ou moins attaqué ou bien avaient massacré les pro-russes. Parce que il faut savoir qu'en en Ukraine, il y a encore une forte nostalgie de l'époque soviétique parce que ce qui se passe en Ukraine... Et c'est le pays au monde où il y a le plus grand nombre d'églises orthodoxes. Ouais, mais ça part de là. Ça part de là. Parce que la première église orthodoxe a été construite en Ukraine par un certain Russe. On l'appelait Russe ou Russe. Et à ce titre-là, lorsque la Russie, qui est un pays d'expression orthodoxe, se réfère à l'histoire, ça les ramène forcément à l'Ukraine. D'accord. Donc, à ce moment-là, on voit qu'il y a... Donc, quand Vladimir Poutine dit qu'il y a il y a un fort lien historique entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas très faux. Non, c'est pas faux. C'est la vérité même. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est logique et cohérent. Et le contexte actuel de l'Ukraine fait que l'Ukraine a un chef d'État, ça on est d'accord, ça a des institutions, sauf que l'Ukraine est quand même un pays instable sur le plan de la gouvernance parce que l'Ukraine est dominée par un ensemble de forces qui font que même le président n'a pas une réelle marge de manœuvre. C'est pourquoi vous verrez qu'il fait beaucoup plus appel à la communauté internationale, notamment à l'Occident, parce que intérieurement, l'Ukraine n'est pas un pays structuré. C'est un pays dominé par des milices armées. Et ces milices armées, on les rencontre un peu partout à travers l'étendue. Vous avez des pans entiers de l'Ukraine qui sont gérés par des milices qui contrôlent les frontières, qui contrôlent l'accès à X ou Y endroits du pays. Donc à ce titre-là, et ce qu'on ne dit pas forcément, c'est que l'Ukraine aussi, c'est le pays des néo-nazis aujourd'hui, parce que l'ensemble des milices armées ou pro-nationalistes qui sont là-bas, la majorité se revendique très souvent des néo-nazis. Pourquoi la communauté internationale n'a pas bougé comme ça quand Vladimir Poutine a annexé la Crimée? Non, elle a bougé, mais il faut savoir que la Crimée est beaucoup plus, on va dire, est moins contestable. Du moins, l'annexion de la Crimée était moins contestable parce que la Crimée, c'est essentiellement des populations russophones. D'accord. Donc, et c'est quoi le Donbass et puis le Donbass, ce sont deux provinces ukrainiennes où il y a aussi une forte majorité de population d'expression russophone et qui demandaient leur indépendance. Et qui ont fait... Parce qu'ils ont suivi simplement ce qui s'est passé en Crimée. En Crimée, ils ont organisé un référendum pour demander si les populations étaient pour ou contre une éventuelle adhésion à la Russie. Donc à la République fédérale de Russie. Ou bien un rapprochement avec la Russie. Les populations ont voté pour
le rattachement ou encore le rapprochement avec la Fédération de Russie. C'est la même chose qui se passe, du moins c'est à peu près la même chose qui s'est passée à Donetsk et à Lugansk. Là, il s'agissait plutôt de demander l'indépendance. Il y a eu des référendums où les populations du Donbass ont voté en majorité oui pour l'autonomisation de leur province, et ces provinces ont simplement... Et donc avant de rentrer en crise avec la Russie, l'Ukraine avait des problèmes internes. Oui, l'Ukraine a des problèmes internes. Et ce sont des problèmes de frontières, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des problèmes de frontières. Et ces problèmes de frontières devaient être d'abord maîtrisés par le pouvoir de Kiev. Sauf que ça ne se gère pas parce que l'Ukraine est pratiquement ingouvernable parce que, comme je l'ai dit, il y a une situation de trop plein de milices armées et qui se revendiquent nationalistes et qui régente un certain nombre de villes, un certain nombre de provinces. Et à ce moment-là, l'État central est affaibli. Et il n'y a même pas une armée en tant que telle. Et pourtant, l'Ukraine a un fort potentiel en ce qui concerne, parce que ça a quand même été l'une des grandes héritières de l'époque soviétique, avec un certain nombre d'infrastructures militaires qui lui ont été rétrocédées après la chute du mur de Berlin. Donc, ça veut dire que c'est un pays qui a un fort potentiel, mais du fait de sa situation de gouvernance difficile, on se retrouve dans des conditions où il y a cette situation où on ne comprend même pas si c'est une situation de revendication, des revendications nationalistes, ou on est simplement en train de chasser tous ceux qui parlent russe. Parce que quand aujourd'hui... Sur le plan historique, est-ce que l'annexion de l'Ukraine peut être comparée au blocus de Cuba avec les missiles russes hors Cuba? Ouais, ou la réaction des Américains? Oui, c'est quand même pareil. C'est quand même pareil sur le plan défensif. Parce que c'est une question de sécurité. Lorsqu'en 61, les Soviétiques avaient décidé de soutenir le régime de Fidel Castro, les Américains ont vite fait de réagir. Parce que Cuba est à quoi? 30 km des côtes de Floride. Et à 30 km des côtes de Floride, donc... Apporter des missiles soviétiques. Et l'objectif était pour les Américains non seulement de neutraliser le régime de Fidel Castro, mais également de faire un blocus pour contrôler l'entrée des navires à Cuba. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et depuis, à cette date, on avait eu, par exemple, l'opération, le débarquement de la baie des Cochons. C'est vrai qu'il a été un échec, mais c'était une tentative pour les Américains de neutraliser le régime communiste castriste. Donc, pour empêcher Cuba de recevoir de l'appui militaire et stratégique de la part de l'URSS. Ensuite, il y a eu également l'installation d'une base militaire permanente qui, jusqu'aujourd'hui, existe toujours, la base navale de Guantanamo. Mais c'est la même chose, c'est des besoins de sécurité. C'est pour des besoins de sécurité. Ce que Vladimir Poutine a fait, c'est simplement anticiper l'éventualité d'une arrivée de l'OTAN à ses portes. Maintenant, après, quand on rentre dans des considérations humaines, droits de l'homme et respect des normes internationales, c'est vrai que c'est une agression. Une agression qui ne peut pas être tolérée parce que si tout le monde se permet d'envahir son voisin... À cause des raisons historiques. Voilà, à un moment donné, ça va être la chienlit. Et... Non, on va envahir la Guinée. Comment? Même pas en rêve. Vous allez revendiquer. Vous allez revendiquer quoi? On va prendre ligne Bagné. Non, par contre, c'est la Guinée équatoriale qui peut faire des revendications sur le Gabon. Parce que si on va dire que c'est notre terre. Non, c'est la 10e province. C'est la différence. Ah non, c'était la blague. C'était la blague. Non, je comprends. Mais si historiquement on en vient à parler de cela, c'est la Guinée équatoriale qui peut avoir des prétentions sur le Gabon. Parce que vous avez des jeunes comme le département de la Noya qui faisait parler du Rio Muni. Voilà. Le département de la Noya qui faisait parler du Rio Muni. Ou encore du Néo-Cameroun. Le Cameroun peut avoir des prétentions par rapport au Cameroun allemand qui avait des possessions au Gabon, notamment le Néo-Gabon. C'est pas ce qui cause la crise. C'est pas ce qui cause la crise au Cameroun entre le Cameroun anglais et le Cameroun francophone. Non, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir avec des liens historiques. Non, ça n'a rien à voir avec des liens historiques, mais beaucoup plus. Il y a eu un sentiment de frustration chez les anglophones de l'ouest du Cameroun parce que eux, ils sont dans une situation où ils estiment que
les francophones ont une certaine mainmise sur le développement de leur région, parce que vous allez au Cameroun, le français tend à s'imposer même dans les régions anglophones, c'est qu'eux, ils refusent. D'accord. Ils estiment qu'ils peuvent continuer à parler anglais ou être dans le système mixte qu'a choisi le Cameroun, bilingue. Le Cameroun, c'est un pays bilingue. Donc, on doit respecter les positions de chaque région et non pas vouloir amener tout le monde à se convertir. Donc, la situation qui se passe en Ukraine, c'est une situation qui est véritablement, pratiquement la même que lorsque les États-Unis ont refusé l'arrivée des Soviétiques à Cuba. Parce que c'est une question de sécurité, c'est une question de défense. Je ne sais pas qui parmi nous peut accepter que son voisin vienne mettre son berger allemand à son entrée. Qui peut accepter ça? Personne. Merci Mosley, merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se dit bye bye, on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.